Alors, à la différence de la leucémie lymphoïde chronique, il n'y a pas encore dans la maladie de Waldenström l'équivalent de la délétion 17P qui génère, quand il s'agit d'une LLC, un changement de traitement quasi très radical. Là, il n'y a pas encore ce genre de marqueur. Peut-être qu'on l'aura un jour. On découvre aussi beaucoup de choses dans la maladie de Waldenström. Peut-être que ça va nous aider un peu plus tard à choisir mieux les traitements. Alors donc les traitements actuellement, alors préalable, je ne reviendrai pas. Quand même, sur les patients asymptomatiques, c'est 25% des patients chez qui on découvre une maladie de Waldenström sont asymptomatiques au diagnostic, sachant néanmoins que 40% d'entre eux nécessiteront un traitement dans les 3 ans qui suivent le diagnostic et environ 70% dans les 10 ans. Ça veut dire aussi qu'il y a un certain nombre de patients qui, au bout de 10 ans, ne seront toujours pas traités. Alors, c'est vrai qu'il y a une des questions qui parfois est posée sur le fait de ne pas traiter une maladie du sang. Il n'y a pas beaucoup de situations en cancérologie où on découvre une maladie qui est une maladie, une leucémie, un lymphome, quelque chose qui apparaît grave, qui est grave souvent. Et on se demande, les patients se demandent pourquoi on ne les traite pas. On découvre quelque chose qui risque de vous apporter beaucoup d'ennuis, et malgré tout, si vous allez bien, on ne vous donne rien. Donc, dans la maladie de Waldenström, mais comme dans beaucoup de maladies, y compris dans la leucémie lymphoïde chronique, même s'il y a des essais thérapeutiques, où il y en a eu, on n'a pas encore vraiment validé de traitements qui permettent de traiter dès qu'on découvre une maladie, même si elle n'est pas symptomatique. Ça voudrait dire qu'avec un traitement, on arrive à se débarrasser définitivement, mais malgré tout, ce n'est pas vrai. Et puis, il y a les effets indésirables des médicaments. Donc, on ne va pas embêter quelqu'un qu'on estime ne pas devoir être embêté. Alors, par contre, si la maladie de Waldenström est symptomatique, il faut savoir néanmoins qu'actuellement, à part de très très rares exceptions, il n'y a aucun schéma thérapeutique qui va nous permettre d'obtenir une guérison. Une guérison, on n'a plus de maladie de Waldenström et en plus, on pense qu'elle ne reviendra jamais. Donc ça, c'est non. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Par contre, il y a des longues survies qui sont possibles, je dirais, dans la plupart des cas. Donc on a toujours beaucoup d'espoir à donner à nos patients, même quand ils ont une maladie de Waldenström symptomatique. Alors on doit, quand on choisit un traitement, essayer d'être efficace, je dirais même le plus efficace possible, en étant le moins toxique possible. Et ça, c'est un petit peu le monde merveilleux. C'est pas toujours aussi simple dans la réalité. Mais enfin, on essaie de s'y tenir, ou de s'y tenir et d'être au plus près de cette chose. C'est-à-dire avoir beaucoup d'efficacité et peu de toxicité. Alors comme c'est une maladie peu fréquente, comme il arrive souvent pour des maladies, je ne vais pas dire que c'est une maladie orpheline, mais on n'est pas très loin, à partir du moment où la maladie n'est pas très fréquente, c'est toujours difficile de conduire des grands essais thérapeutiques qui permettent de répondre, je dirais, assez vite à des interrogations. Donc, dans la maladie de Waldenström, il n'y a pas eu beaucoup de grands essais thérapeutiques qui permettraient aujourd'hui de vous dire le traitement de cette maladie de Waldenström, c'est celui-là et pas un autre. On a des tendances, sachant que, malgré tout, il y a quand même plusieurs médicaments qui sont efficaces. Donc, ça permet d'envisager différentes combinaisons. Parce qu'en effet, si on n'a pas une attitude, je dirais, très très consensuelle, tout le monde fait pareil pour la même maladie, il est admis par tous les hématologues qu'il vaut mieux une association de plusieurs médicaments. L'association de plusieurs médicaments est nécessaire quasiment dans la plupart des cas. Il y a quelques exceptions, je les évoquerai rapidement. Alors, c'est symptomatique, mais Xavier Troussard en a parlé, parce que c'est lié à l'infiltration tumorale. Donc, vous avez vu, l'organomégalie, gros foie, grosse rate, gros ganglion, atteinte d'autres organes, peut-être un peu moins fréquentes, mais toujours possible,
comme dans la leucémie lymphoïde chronique. Si les adénopathies sont grosses, ou surtout, même si elles ne sont pas très grosses, mais qu'elles appuient sur quelque chose et vous gênent, ça, ce sont des éléments qui font que c'est symptomatique et ça va nous entraîner à proposer une attitude thérapeutique. Il y a la fatigue, vous voyez, perte de poids, sueur, ça aussi c'est très important, sachant que ces signes peuvent être liés à autre chose. Une fatigue, si on regarde diagnostic étiologique d'une fatigue, on va avoir 100, 150, 200 possibilités, mais c'est vrai que si on a éliminé les causes principales, si une fatigue qui est décrite comme étant vraiment invalidante, même si on n'a pas grand-chose d'autre, même si on n'a pas de gros ganglions, de gros foie, même si on n'a pas d'anémie, eh ben, on va devoir en tenir compte et peut-être quand même traiter le patient. Mais c'est vrai que c'est probablement une situation un peu difficile, parce les médecins ont peut-être toujours un peu de mal à mettre sur le dos de la fatigue sur le dos de uniquement la maladie du sang, comme la maladie Waldenström ou même la leucémie lymphoïde chronique. Alors c'est symptomatique parce que, diapositive suivante, c'est lié à l'immunoglobuline monoclonale M, une grosse molécule qui se promène dans le sang. Donc les signes principaux vous ont déjà été donnés, donc neuropathie périphérique, anémie. Donc vous voyez, anémie, on les retrouve à toutes les sauces, comme dans la LLC, et peut-être même encore plus que dans la leucémie lymphoïde chronique. L'anémie et la thrombopénie peuvent être multifactorielles. Suivant. Alors, pour choisir un traitement, il faut tenir compte de l'âge. Bon, c'est vrai qu'on peut avoir 80 ans et pas être vieux du tout, mais néanmoins, même à 80 ans, si vous n'êtes pas vieux, vous êtes quand même plus vieux que quand vous aviez 40 ans. Donc il y a quand même une petite différence. Mais on en tient compte, mais ce n'est pas du tout suffisant. Ça a été dit dans la LLC, c'est exactement la même chose dans la maladie de Waldenström. Et puis on doit tenir compte des autres pathologies du patient. Ses problèmes de santé, les médicaments qu'il prend. Ces problèmes de santé, certains pouvant le fragiliser. Ces médicaments, parfois indispensables, pouvant, on en reparlera peut-être un peu après, entraîner des interactions médicamenteuses, donc ce n'est pas toujours facile. Alors, il y a des scores qui doivent aider les médecins dans leurs décisions et dans leurs choix thérapeutiques. Il y a l'évaluation de la fragilité gériatrique qui est recommandée par l'INCa pour les patients de plus de 75 ans. Vous voyez, ça repose sur des éléments assez simples, en fin de compte. Est-ce que vous bougez? Est-ce que vous avez perdu du poids? Est-ce que vous prenez plus de 3 médicaments? Donc c'est assez simple, on doit pouvoir remplir un tableau comme ça assez rapidement. Et si on... Non, j'ai pas fini. Si on a un score total qui est inférieur à 14, théoriquement, ça doit conduire, pour l'INCa, à une consultation d'oncogériatrie. Dans ce cas-là, on va envoyer le patient chez un collègue qui a une formation plus spécifique sur la prise en charge des patients âgés et qui va nous aider à décider de la teneur du traitement. Peut-être que nous, on sera un petit peu optimiste, peut-être que lui va atténuer un petit peu notre optimisme pour le choix thérapeutique. Parce qu'il a plus d'éléments à sa disposition, parce qu'il a l'habitude, parce qu'il a des choses, il a un peu plus de temps à passer. Enfin, en tout cas, c'est là aussi un travail d'équipe. Deuxième, autre... Alors j'ai parlé, il y a un autre score qu'on peut utiliser aussi. Normalement, c'est prévu aussi chez les patients, je dirais après 60, 65 ans, mais, ou même plus, mais ça peut être très utile parce que ça permet de donner une gravité dans l'accumulation des pathologies. Parce que vous pouvez avoir un petit diabète, une petite hypertension artérielle, vous pouvez avoir eu d'autres problèmes, faire un accident vasculaire cérébral, et tout ça va être coté. Et tout ça va nous permettre de calculer ce fameux CIRS et nous dire, s'il est inférieur à 6,
bon, c'est plutôt que vous êtes en forme, vous n'avez pas besoin de beaucoup de médicaments, vous avez eu peut-être des ennuis de santé, mais ils sont pas majeurs, donc ça peut... En tout cas, ils vous laissent vivre pratiquement normalement, comme tout le monde. Par contre, si vous êtes au-dessus de 12, ça veut dire que vous cumulez pas mal de choses, ça veut dire que vous avez plusieurs pathologies, et ces pathologies nécessitent beaucoup de médicaments. Nous, on voit des patients, en effet, de 80 ans, qui ont 0 médicament avant de venir nous voir, et il y en a d'autres qui sont parfois plus jeunes et qui ont déjà 5, 6, 10 médicaments sur leur liste. Donc c'est pas pareil. C'est pour ça que l'âge n'est pas une raison suffisante pour choisir ou ne pas choisir un traitement. Alors il y a plusieurs médicaments qui ont montré une efficacité dans la maladie de Waldenström, mais qui souvent ont montré aussi de l'efficacité dans les autres maladies du sang, notamment tout ce qui est prolifération de lymphocytes, et notamment de lymphocytes B. Les agents les plus anciens, comme le chlorambucil, le cyclophosphamide, qui sont encore utilisés, bien sûr, la bendamustine, qui est un médicament pas si récent que ça, mais qui a eu un regain de jeunesse il y a quelques années, qui vraiment nous est très utile à nous et à nos patients. Vous avez les analogues des purines, vous voyez la fludarabine, qui est un élément encore très très important dans la prise en charge de certains syndromes lymphoprolifératifs. Et puis des médicaments un peu plus récents. Bon, il y a l'anticorps monoclonal anti-CD20, le fameux rituximab, et puis ses petits frères et ses petites sœurs qui sont déjà là, et d'autres qui vont arriver, qui nous rendent déjà beaucoup de services. Et puis deux autres familles, ce qu'on appelle les agents immunomodulateurs, parce que leur action est quand même un petit peu difficile, toujours à comprendre et encore plus à expliquer. Par exemple, il y a le thalidomide, c'est un très vieux médicament qui n'a pas eu d'heure de gloire il y a une quarantaine d'années, 50 ans, mais qui a retrouvé une certaine ferveur parce que c'est rendu utile dans certaines maladies. Et une maladie pas très lointaine de celle dont on parle aujourd'hui, c'est le myélome. Thalidomide a montré qu'il était efficace dans le myélome, et donc automatiquement, on a cherché à savoir s'il était efficace dans la maladie de Waldenström, et il est efficace. Mais indésirable. Alors, il y a aussi les inhibiteurs du protéasome, le bortezomib. Là aussi, c'est une molécule assez récente qui est très très utilisée dans le myélome et qui, parce que les hématologues ne traitent pas que les myélomes, a été aussi utilisée dans la leucémie lymphoïde chronique, dans la maladie de Waldenström. Dans la maladie de Waldenström, ça a une efficacité tout à fait intéressante. Là aussi, il y a quelques effets indésirables, mais bon, c'est une molécule qui peut avoir son utilité dans le traitement de la maladie de Waldenström. Alors, le traitement de première ligne, quelques petites spécificités, on ne va pas être très long. Si vous avez un syndrome d'hyperviscosité très important, avec des signes majeurs, c'est-à-dire un patient qui n'est pas bien du tout, qui saigne, voilà, là, on va peut-être être amené à faire des plasmaphérèses. C'est un traitement qui va permettre d'enlever l'immunoglobuline M par le même système que quand on prend des plaquettes, quand on prend, etc. C'est une centrifugation et qui va prendre la couche des protéines et enlever un maximum d'immunoglobuline M, la remplaçant par du sérum salé, etc. et permettre au moins de gagner du temps et d'améliorer rapidement le patient. Parce que les médicaments qu'on va utiliser sont efficaces, mais souvent ont une efficacité qui n'est pas immédiate. C'est-à-dire que s'il y a un gros syndrome d'hyperviscosité sanguine, si le patient ne va pas bien, les traitements vont marcher le plus souvent, mais ils vont mettre plusieurs jours au minimum, mais plus souvent plusieurs semaines avant d'être vraiment efficaces. Donc il faut trouver, dans certaines situations qui sont heureusement rares, une façon de les améliorer tout de suite. Et puis plus un patient est en bon état, et mieux il va tolérer les traitements. C'est assez évident. Et puis on fera une immunochimiothérapie. Vous voyez, on retrouve le mot utilisé tout à l'heure dans le traitement de la LLC. Alors il y a des anomalies, des formes symptomatiques de la maladie de Waldenström où on ne va peut-être pas utiliser d'emblée une immunochimiothérapie. C'est des formes, je dirais, qui sont parmi les moins agressives. C'est symptomatique, c'est ressenti pas forcément très bien par le patient, mais c'est plutôt bien vivable, mais on sait que si on pouvait l'améliorer, ça serait encore mieux. C'est les neuropathies non sévères, les anémies hémolytiques auto-immunes
ou des cytopénies modérées, on peut être amené à utiliser que l'anticorps monoclonal anti-CD20, le rituximab. On peut. Si ça ne marche pas, il sera toujours temps d'aller vers autre chose, puisque ce sont des manifestations qui ne sont pas trop mal tolérées. Alors, le traitement de première ligne, vous voyez, je n'ai pas fait de distinction d'âge, vous voyez, cytopénie sévère et ou signes généraux, vous voyez, la fatigue, même si c'est toujours difficile, s'il n'y a que la fatigue, de partir sur une immunochimiothérapie ou un syndrome tumoral. Comme disait Xavier, on peut très bien n'avoir qu'un signe, mais dans certaines situations, il y a des gens qui ont tous les signes, ou pas mal. L'association, je dirais, utilisée la plus couramment depuis quelque temps et encore maintenant, c'est l'association rituximab, donc l'anticorps monoclonal anti-CD20, le cyclophosphamide et la dexaméthasone. Dexaméthasone, en effet, qui n'est pas toujours bien tolérée, je suis d'accord, mais qui est quand même très utile pour la plupart des patients. Il y a une autre association aussi qui tire son épingle du jeu en ce moment, rituximab et bendamustine. C'est un peu plus toxique, peut-être un peu plus rapidement efficace. Le choix n'est pas toujours aisé, mais peut-être qu'on pourrait prendre le rituximab bendamustine chez patients un peu plus jeunes, donc avec moins de comorbidité, avec un seuil de tolérance plus important. Je voulais signaler, parce que ça c'est important, dans le service où on travaille tous les deux, Xavier et moi, va s'ouvrir dans quelques jours un protocole de recherche clinique. Xavier est le responsable local. On va évaluer cette fameuse association RCD que vous avez vue au-dessus versus la même association auquel on ajoute un médicament supplémentaire. Je vous ai dit tout à l'heure le bortezomib, mais il est là. On pense que sans augmenter trop la toxicité, bortezomib a une action sur les nerfs. Bon, il peut donner des neuropathies. Donc vous voyez, malgré tout, dans d'autres pathologies, son association avec plusieurs autres médicaments efficaces, ça a donné des résultats très intéressants. Donc on va tester au niveau européen cette association. Vous savez bien que dans la plupart des protocoles, le patient ne peut pas avoir tout le protocole. Souvent, sur un protocole thérapeutique, il y a deux bras. Il y a le bras où on a le traitement qui est considéré comme le traitement de référence parce qu'il a déjà fait ses preuves, et l'autre bras où on va éventuellement tester une molécule différente ou une molécule supplémentaire. Et on essaie de voir si on va être meilleur sans être plus toxique. On essaie d'être toujours meilleur dans les résultats et on essaie d'éviter d'être toxique parce que si on est trop toxique, ben c'est un traitement qui ne va pas profiter à beaucoup de monde. Si on arrive à montrer qu'il est gérable, il va peut-être devenir à son tour le traitement de référence dans quelques années et va apporter encore plus de bénéfices à plus de patients. Alors, traitement de seconde ligne et plus, comme tout à l'heure on parlait pour la LLC, comme l'a dit Xavier, cette maladie n'est pas curable et donc le patient va peut-être être tranquille quelques années, mais elle risque de l'embêter à nouveau, d'être à nouveau symptomatique. Et il va falloir imaginer d'autres lignes thérapeutiques, de recommencer en tout cas un schéma thérapeutique. Dans ce cas-là, on tient compte du délai de la réapparition de la maladie symptomatique par rapport au traitement précédent. Si, par exemple, la maladie révolue à peu près plus de 3 ans après, on peut éventuellement reprendre le même traitement. Mais il faudra quand même tenir compte qu'il s'est passé 3, 4, 5 ans ou plus, que le patient a un peu plus d'âge, peut-être a d'autres comorbidités. Donc vous voyez, mais on peut éventuellement reprendre un traitement qui a été efficace longtemps. S'il y a moins de 3 ans, ça veut dire que le traitement a peut-être été efficace, mais le recommencer, ça risque de ne pas être aussi bon. En tout cas, le délai d'efficacité sera certainement moins long que la première fois. Donc, si on a d'autres solutions, il faut choisir une autre solution. Si la maladie révolue rapidement, si les gens sont jeunes, il y a quand même quelques patients qui ont moins de 65 ans, on peut être amené, après un traitement, une association immunochimiothérapie, envisager en consolidation la réalisation d'une greffe de moelle osseuse.
Alors récemment, même si on se doutait un petit peu de ce qui allait se passer, tout à l'heure on vous a parlé de l'ibrutinib ou Imbruvica, qui ont leur autorisation de mise sur le marché depuis maintenant plus d'un an. Ça fait plus d'un an. Après avoir pu être utilisé en autorisation temporaire, d'utilisation. On a une troisième indication de l'Imbruvica, puisque l'Imbruvica ou ibrutinib est utilisable dans les LLC, on vous l'a dit tout à l'heure, mais aussi dans une autre forme de lymphome, le lymphome du manteau. Et depuis quelques semaines, on peut l'utiliser, enfin théoriquement, on peut l'utiliser dans la maladie de Waldenström. Et vous avez exactement l'intitulé de son indication, de ses indications. Vous voyez, maladie de Waldenström ayant reçu au moins un traitement antérieur. Donc on l'utilise théoriquement pas en première ligne, sauf pour les patients chez lesquels on ne peut pas faire une immunochimiothérapie parce qu'il y a une raison importante. Alors là c'est pas très précis, c'est souvent l'interprétation du médecin, donc son utilisation est pas, je dirais pas forcément encore homogène. Il faudra aussi apprendre à utiliser ces médicaments qui sont remarquables, mais qui peuvent avoir des effets indésirables. Alors c'est en gélule de 140 mg, donc quelque chose d'intéressant, c'est un médicament qu'on peut prendre par la bouche, à sa maison, puisque c'est tous les jours, comme l'idélalisible. C'est un médicament qu'on peut prendre à la maison, donc ça c'est très intéressant. C'est très intéressant pour le patient. Le médecin, il est content aussi, mais avec une petite réserve, parce que est-ce que le patient va prendre son médicament? Est-ce qu'il ne va pas l'oublier? Ou parce qu'il a un effet indésirable qui l'embête un peu, il ne va pas le prendre. Voilà, ça pose d'autres problèmes, mais ça, on pourra en reparler si vous voulez, mais ça sera aussi un débat qu'il faudra avoir dans les années qui viennent. Le problème, c'est qu'il n'est pas remboursable, on n'a pas le prix, ce qui fait que dans la pratique de tous les jours, l'ibrutinib n'est pas encore donné de façon très... Enfin, n'est pas donné dans la maladie de Waldenström, ça devrait arriver. Alors, ibrutinib, comment ça marche? Je ne vais pas vous donner d'explication. Un schéma, cette molécule va agir sur des voies de signalisation. Le lymphocyte B reçoit des signaux. Et dans le cadre de maladie de Waldenström, comme dans le cadre de la LLC, ce signal est tellement fort que ça donne un signal de prolifération et de survie très, très, très prolongé. Et l'ibrutinib va venir bloquer cette voie et faire que la cellule les cellules vont plus proliférer et mourir. Donc la maladie va réduire. Suivant. Alors l'ibrutinib, efficacité et tolérance, l'étude qui permet d'avoir l'AMM aujourd'hui, en Europe notamment, vient d'une étude qui a comporté 63 patients. C'est pas énorme, hein, 63 patients qui avaient une maladie de Waldenström réfractaire ou en rechute. Donc déjà des gens qui étaient en deuxième ligne ou pour lesquels réfractaire, ça veut dire que pour lesquels le traitement qu'on est en train de faire ne marchait pas. Ils n'en avaient aucun bénéfice. Et même dans cette situation, qui n'est pas une situation toujours facile, le taux de réponse globale était de 90%, ce qui est aussi bien, ou parfois même meilleur, que les combinaisons qu'on utilise en première intention. Vous voyez ? Donc c'est pour ça qu'on est très content pour nos patients d'avoir ce produit, sachant cependant que la plupart des résultats sont des réponses partielles ou des très bonnes réponses partielles et qu'il n'y a quasiment pas de réponse complète. Réponse complète, ça veut dire disparition de tous les signes de la maladie. La tolérance peut être considérée comme satisfaisante. Alors, comme disait Xavier, saignement, faire attention, fibrillation auriculaire, quelques autres effets indésirables, la plupart du temps quand même réversibles ou en tout cas s'atténuant avec le temps. Sachant que on peut probablement arrêter le traitement pendant quelques jours et le reprendre si ça va mieux et parfois baisser la posologie. En baissant la posologie, ça peut repartir, on peut être efficace et peut-être moins toxique. C'est-à-dire,
Peut-être qu'au bout de quelques temps, il y a une tolérance aussi et que les effets indésirables sont moins importants et devenant de moins importants. Il y a très peu de patients qui, sur les études, les premières qui ont été faites avec ce traitement, ont arrêté le médicament pour une toxicité. Suivant. Alors à venir, donc vous avez vu, là j'ai parlé que des brutinib, les autres molécules dont on a parlé tout à l'heure sont également prometteuses. Elles sont peut-être un peu moins avancées, donc il y a pas mal de choses qui vont arriver et nous aider à traiter les gens qui ont des maladies de Waldenström. Et donc des nouvelles associations efficaces. On va devoir apprendre à utiliser ces médicaments avec d'autres médicaments, des associations, essayer de voir laquelle sera la meilleure, la moins toxique, sachant que les interactions médicamenteuses sont importantes. Quand on lit le papier là, que donnent les laboratoires sur les indications, les effets indésirables, il y a aussi une rubrique qui s'appelle interaction médicamenteuse, et on s'aperçoit quand même qu'il y a de sacrées listes de médicaments qui sont pas interdits, mais où il va falloir être très très prudent quand on doit les utiliser de façon conjointe. Et comme tout à l'heure, on disait quand même que c'est une maladie de la deuxième partie de la vie, il y a quand même beaucoup de patients qui ont beaucoup de médicaments, et donc quand il y a beaucoup de médicaments, bon, ben, des fois, on ne sait pas toujours ce qui va se passer, mais il faut rester très optimiste. Je pense qu'on va, avec l'expérience, mieux les manier, et je pense on apporte avec tout ça un vrai gain pour tous nos patients, LLC et maladie de Waldenström. Voilà, pour moi c'est terminé. Si vous avez des questions.